Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette ultime date du Renotour. Nous sommes aujourd'hui à Marseille en attendant le forum Renodays qui aura lieu les 7 et 8 octobre prochains. Ce sera à Porte de Versailles à Paris. Et pour ce dernier rendez-vous régional, nous sommes ici donc dans les Bouches-du-Rhône, cité phocéenne, dans un cadre unique au cœur du nouveau centre culturel économique de Marseille. Nous sommes accueillis au musée Regard de Provence, créé en 2013 par la Fondation Regard de Provence, dans une ancienne station sanitaire du port de Marseille. Voilà pour la présentation. Depuis le mois de février, dans chacune des 8 villes-étapes de la tournée, nous posons cette question fil rouge finalement, comment accélérer la massification d'une rénovation énergétique d'ampleur? Pour y répondre, des invités qui seront présents encore une fois aujourd'hui autour de 3 tables rondes tout à l'heure à venir. Le Renotour qui se déroule également en public sur chaque étape, public qui peut d'ailleurs s'applaudir. Voilà, n'hésitez pas. Merci à vous de votre attention. On vous sollicitera évidemment à l'issue de chacune des tables rondes pour savoir si vous avez des questions à poser à nos différents interlocuteurs. Jean-Philippe Guillon, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes le directeur de Renodays, mais aussi des salons Batimat, Interclimat et Idéaubin. Merci d'être présent. Jean-Philippe, le 13 février, dans un instant, je présenterai également notre invité également présent ici. Jean-Philippe, le 13 février dernier, on a inauguré ensemble donc le Renotour. C'était à Strasbourg. Depuis, on a fait escale à Lille, à Nantes, Rennes, Lyon, Bordeaux, Toulouse et donc aujourd'hui à Marseille pour clôturer cette tournée. Alors comment s'est opéré le choix des villes et pourquoi le choix de Marseille ? Le choix des villes du Renotour s'est opéré sur l'identification des principales régions de France et vu qu'on parle de massification de la rénovation énergétique, nous paraissait naturel de cibler en premier les bassins de population les plus importants, en s'intéressant aussi bien entendu au pourcentage de projets de rénovation énergétique réalisés localement par rapport à l'ensemble des rénovations observées sur le territoire. Donc les enjeux finalement sur chacune de ces dates, c'était quoi pour vous concrètement ? Alors ils étaient double, bien entendu s'inspirer de ce qui se passe localement, pouvoir justement observer quel bilan on peut faire dans chacune des régions de l'avancée de cette massification de la rénovation énergétique attendue dans un premier temps du logement. Mais comme vous le savez, sur cette deuxième édition du Forum Renodays, on a aussi décidé d'aborder le tertiaire, et notamment le tertiaire privé. Donc c'est la raison pour laquelle on a identifié des sites qui ont été rénovés, réhabilités, pour avoir donc une idée plus précise de ce qu'on entend par rénovation énergétique dans le tertiaire, et donc pouvoir voir en pratique ce qui se met en place. Donc voilà ce qu'on observe dans chacune des villes, s'inspirer à la fois de ce qui se passe au niveau local sur la rénovation énergétique du logement et puis s'inspirer des sites dans lesquels on réalise cette opération avec une variété importante de sites puisqu'on a eu, là on est dans un musée, on a eu des écoles, on a eu des sites de coworking, on a eu pas mal de lieux différents, donc ça se permet de se rendre compte ce qu'on entend par rénovation énergétique du tertiaire, avec des objectifs, je vous le rappelle, qui sont ambitieux, puisqu'on parle de 30% d'économie d'énergie à horizon 2030, jusqu'à 50% dans 25 ans. Donc voilà, les enjeux sont là, et c'est important de voir qu'on est sur une bonne trajectoire par rapport à ce tertiaire. Et vous avez quelques chiffres concernant justement la rénovation énergétique dans les Bouches-du-Rhône ou dans la région PACA ? Dans la région PACA, ce qui est intéressant de voir, c'est que, alors on va l'aborder ensemble, mais je trouve que la région et la métropole, d'une certaine manière, sont pleins de paradoxes. Parce que quand on regarde le poids que représentent les projets de rénovation énergétique en PACA par rapport au niveau national, on est à moins de 5%, on est à 4,6% à peu près. Et en termes de bassin de population, on est plus proche de 8%. Donc ça donne une idée, et c'est la première fois dans chacune des villes dans lesquelles on s'est rendu, chacune des métropoles, où on a ce rapport un peu du simple au double, où on a 2 fois moins de projets, entre guillemets, que le poids de la population. Donc ça nous a interpellés pour essayer de comprendre pourquoi. Et en même temps, on a une dynamique vraiment qui s'observe sur le nombre de projets de rénovation en 2024, qui a quasiment doublé par rapport à 2023. On a aussi des dispositifs alors qu'on retrouve dans différentes régions d'accompagnement des dispositifs nationaux, donc des dispositifs décidés par la région et par la métropole, on en parlera certainement. Et on a un dispositif, je ne veux pas l'écorcher, donc je l'avais noté, c'est mon projet Réno Sud. C'est le seul dispositif qu'on a observé au niveau national qui accompagne les professionnels, les entreprises, les artisans,
Donc on a une volonté de la région également de soutenir les professionnels, et je crois qu'en ce moment, ils en ont bien besoin. Alors je vais présenter évidemment notre invité, Fabien Pérez, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller municipal délégué aux financements européens. Merci d'être présent et d'avoir gentiment répondu à notre invitation. Alors Marseille figure parmi les 19 premières villes européennes qui sont labellisées dans le cadre du programme des 100 villes décarbonées. Concrètement, comment ce label va faciliter aujourd'hui une massification d'une rénovation énergétique d'ampleur ? Alors, effectivement, la Commission européenne a souhaité, s'est fixé comme objectif une neutralité carbone en 2050. Pour cela, elle a voulu aller au-delà des déclarations d'intention et fixer une mission qui s'appelle la mission des 100 villes européennes décarbonées, c'est-à-dire sélectionner 100 villes en Europe qui peuvent être des villes modèles avec une aide de l'Europe pour tendre vers une neutralité carbone d'ici 2030. Bon, c'était audacieux pour Marseille en 2020 de présenter sa candidature, puisqu'on était plutôt en queue de peloton. Finalement, vu de Bruxelles, le regard était bienveillant, puisque le discours, c'est de dire, l'idée, c'est de faire émerger des solutions qui sont duplicables à l'échelle européenne. Si on ne sélectionne que des villes du nord de l'Europe, ça n'a pas de sens. Si Marseille peut réussir sa transition, on peut imaginer que toute l'Europe peut la réussir. En plus, elle a des caractéristiques, ville de la Méditerranée, un port. On a été sélectionné parmi effectivement les premières villes parce qu'on a considéré, enfin, Bruxelles a considéré que notre contrat ville climatique, qui met en avant des actions établies avec plus de 200 acteurs locaux pour tendre à la neutralité, était un projet mature, sérieux, et donc on bénéficie de fonds européens depuis maintenant, depuis l'automne dernier. On est à peu près à 10 millions d'euros, mais on espère évidemment avoir davantage. Juste, évidemment, sur le volet de la rénovation énergétique des bâtiments, on a un principal projet européen qui s'appelle le projet Life Hauteur, qui consiste à financer tous les propriétaires qui sont en difficulté pour, lorsqu'ils ont bénéficié de tous les dispositifs d'aide qui existent, il reste un manque, reste à charge pour le propriétaire qui souvent ne permet pas de faire le premier pas. Donc là, c'est ce soutien financier de l'Europe qui permet d'entamer une rénovation énergétique. Alors sur Marseille, on a à peu près à un peu moins de 1000 logements de rénovation énergétique par an. L'objectif, dans le cadre de la mission des 100 villes, c'est de passer à 6000 par an, avec cette aide notamment européenne, puis d'autres dispositifs. Quand on a préparé ensemble votre venue sur ce plateau, vous me parliez de 100 000 passoires thermiques dans Marseille ? Oui, Marseille, c'est globalement 450 000 logements. Le secteur résidentiel, qui c'est 26% des émissions de gaz à effet de serre, sont donc dans le secteur résidentiel, qui se décompose à peu près avec 390 000 appartements et on a à peu près 60 000 maisons individuelles. La vraie difficulté porte sur les maisons individuelles, puisqu'elles ne représentent que 13% du parc individuel, du parc immobilier, mais c'est plus de 30% des émissions. Alors oui, c'est un logement sur 4 qui est une passoire thermique. Alors disons que c'est 100 000, c'est la classification EFG, mais on est à 28 logements sur la classification FG. Donc c'est l'une des priorités dans le cadre de cette mission des 100 villes de rénover notre logement, d'autant plus qu'on est à Marseille, on a parmi certains quartiers, notamment de l'hypercentre, qui sont les plus pauvres d'Europe avec une vraie précarité. Et donc il faut une aide substantielle pour pouvoir procéder à cette rénovation. Les objectifs sont atteignables ? Écoutez, si jamais on veut tendre sur ce territoire à la neutralité carbone en 2030, il faudrait un financement à hauteur de 16 milliards d'euros. On en est bien loin, donc l'idée c'est déjà de tendre vers si on pouvait diminuer de moitié nos émissions d'ici 2030, mais ce qui est intéressant c'est d'avoir une feuille de route où établie avec les acteurs, avec les professionnels et également avec les 4 institutionnels. C'est une feuille de route commune où là maintenant, une fois qu'on s'est mis d'accord sur les actions à mettre en œuvre, on va chercher les financements, donc je dirais que c'est plutôt positif.
Jean-Philippe, et je reviens vers vous dans un instant, et puis on clôturera cette introduction avant de passer à la première table ronde. Il y a 2 semaines, on était à Toulouse et on apprenait en plein Rénotour la suspension confirmée de MaPrimeRénov' par le gouvernement. Lundi, le gouvernement a fait en partie marche arrière. Les dossiers de subvention pour travaux dits monogestes pourront toujours être déposés cet été, comme ceux des copropriétés, contrairement aux rénovations globales. Face à ces... j'ai envie de dire quoi? Quel mot? Tergiversation peut-être permanente du gouvernement, de toute la filière aussi qui réagit. Vous, c'est quoi votre position en tant qu'organisateur, par exemple, du Rénotour ou de Rénodays? Nous, on a une position d'observation. On n'est pas là pour juger ce qui est bien fait, mal fait et prendre position pour l'une ou l'autre des parties. Ce qui est intéressant, c'est de voir que dans chacune des villes où on s'est rendu, on a eu ce témoignage du niveau de volumétrie, de ce qu'il faut rénover, de l'urgence climatique, de l'urgence de consommation énergétique, de la précarité de vie aussi, qui est associée souvent à cette situation. Donc, si on avait besoin de confirmer notre inquiétude face à ce qu'il est nécessaire de faire, cette tournée nous a permis effectivement de nous rendre compte qu'il y avait un vrai besoin et en même temps qu'il y avait un vrai développement local. D'une manière générale, les aides locales sont plutôt stables dans le temps. Par contre, effectivement, elles sont bien inférieures à ce qui est censé apporter MaPrimeRénov' sur l'ensemble de ces rénovations, notamment de maisons individuelles. Donc, à partir du moment où le dispositif n'est pas stable au niveau national, on a beau avoir toute la volonté locale du monde, on ne va pas réussir à avancer. Là, ce qui est à peu près sûr, mais bon, on va voir s'il y a une réaction de la salle pendant qu'on est en train d'intervenir, auquel cas on saura qu'il y a peut-être quelque chose qui a encore changé sur la journée. C'est que effectivement la rénovation d'ampleur qui est clairement ce qui depuis le départ crée un peu de tension avec la profession. La rénovation d'ampleur, elle, est en stand-by pour d'ici mi-septembre. C'est en même temps celle qui est d'une certaine manière la plus efficace. Quand on parle de monogeste, donc on parle d'une rénovation par étape, on doit en arriver à la fin à une rénovation d'ampleur. Voilà, on a les professionnels qui attendent d'aller par étapes parce que ils voient bien que c'est compliqué d'un point de vue coordination, qu'il faut plus de temps, etc. Et puis on a une approche plus scientifique qui nous montre que voilà, un projet de rénovation d'ampleur doit se faire sur une certaine durée, avec un certain accompagnement, etc., des rôles intermédiaires. C'est tout ça qui aujourd'hui fonctionne plus. C'est toute cette machine qui est un peu enrayée. Alors bien entendu, on parle de la fraude, mais la fraude, c'est pas la plus grosse volumétrie du problème. Donc, faire une pause aujourd'hui pour essayer de repenser le dispositif et avoir quelque chose qui va s'inscrire dans la durée, si on en arrive à ça, c'est nécessaire. Voilà. Et si on en arrive aussi à payer et rembourser l'ensemble des artisans qui ont avancé l'argent en attendant que... voilà, c'est un sujet aussi. Et si ça permet aussi de mettre à niveau l'ensemble des bureaux de l'ANA, parce qu'il y a une disparité aussi en termes de fonctionnement au niveau national, ça sera forcément positif. Donc, pour toutes ces raisons-là, nous, on reste très observateurs. Par contre, là où on peut remercier, entre guillemets, le gouvernement, c'est que ils vont annoncer l'évolution du dispositif et toutes les mesures qui ont été prises mi-septembre et que le premier événement qu'il y aura post-annonce, c'est le Forum Rénodays et qu'on a déjà la confirmation que la ministre du Logement et l'ANA vont intervenir durant ce forum pour expliquer bien en détail l'évolution de ces dispositifs, notamment pour la rénovation d'ampleur qui représente, je le rappelle, 2/3 des rénovations énergétiques par rapport à la rénovation monogeste. Fabien Pérez, il est pas question à Marseille de suspendre les aides locales, en plus de MaPrimeRénov'? Non, il n'est pas il n'est pas question, mais enfin, MaPrimeRénov', on dit que c'est à peu près 30% d'investissement. Je veux dire, il y a toute une série de ménages pour qui c'est un sacrifice, qui ont bien conscience qu'il faut procéder à la rénovation énergétique. Une ville comme Marseille, 100 000 passoires énergétiques, la question de l'habitabilité de ce territoire en 2050, elle se pose. Et nous, notre objectif, c'est comment on arrive à atteindre le confort d'été. On voit bien qu'il faut repenser les modalités d'habitation. On a développé d'ailleurs avec la mission tout ce qui est réseau de froid. Mais MaPrimeRénov', c'était aussi une possibilité pour des gens qui souhaitaient mobiliser une partie de leurs finances, de se dire ils étaient rassurés par la prime Rénov', même s'il y avait une complexité dans la mobilisation du dispositif. Cette communication, elle crée en tout cas une incertitude qui est pas bonne.
Toute dernière question, comment est-ce que vous agissez finalement pour rendre le parcours de rénovation peut-être plus lisible, plus accessible pour la population et notamment les populations peut-être les plus éloignées de l'information autour de la rénovation énergétique d'ampleur? Oui, là aussi, la rénovation, c'est aussi de l'ingénierie, c'est-à-dire la capacité à monter des dossiers financiers, à informer des gens, à faire de la pédagogie. Dans le cadre d'un projet européen, toujours les 100 villes européennes décarbonées, on a obtenu, c'est le projet ELENA, la Banque européenne d'investissement, finance à hauteur de 3 millions d'euros, en mettant 10 ingénieurs à disposition de la ville de Marseille, pour former, pour informer, pour aider les populations en difficulté à monter des dossiers de rénovation énergétique. Merci. Merci à vous. Gentiment répondu à mon invitation. Merci également Jean-Philippe, on se retrouve tout à l'heure. Merci également à vous le public et merci à vous de nous avoir suivis à la maison. Ce programme bientôt disponible en replay sur les antennes de Bâti Radio et Radio Territoria. On se retrouve dans un instant pour la première table ronde. À tout de suite, salut.